Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube d'Aurélien Lecoq, député du Nord. J'ai été élu nouvellement le 7 juillet dernier dans la première circonscription, Lille-Los et Fâche-Tuménil. Alors on fait cette vidéo sur cette chaîne justement pour revenir sur tous les événements que nous avons connus au cours de ces dernières semaines. Le pays vit un moment historique, il s'est passé énormément de choses et donc à des moments il y a besoin de faire le point. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'abord pour avoir la notification, pour être au courant de ce qu'on fait. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires qu'on pourra lire pour y réagir dans des prochaines vidéos, pour réussir à améliorer les choses. Enfin voilà, l'objectif c'est même à travers l'écran que ça puisse être un peu interactif, donc on compte sur vos commentaires. Alors, où est-ce qu'on en est? Tout ça commence le 9 juin au soir, le soir des élections européennes. Vous savez, à l'époque, j'étais candidat aux élections européennes en 10e position. J'ai donc pas été élu à quelques voix. Il n'a pas manqué grand-chose. Mais surtout, ce soir-là a été un déflagrateur, un moment politique comme on en connaît peu, un basculement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, d'abord, parce que le parti au pouvoir, celui d'Emmanuel Macron, Renaissance, En Marche, on ne sait plus trop comment les appeler parce qu'ils ont tellement changé de nom, a été balayé par l'élection. Oui, le peuple s'est mobilisé largement dans cette élection européenne, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a eu une véritable mobilisation de la jeunesse, des quartiers populaires et le résultat, il est sans appel, c'est que Emmanuel Macron a été battu et a essuyé un revers, un échec très lourd. Il faut rappeler son score. Emmanuel Macron, sa liste aux élections européennes, elle fait 14,60%. Pour un parti en place, pour un parti au pouvoir, c'est un échec cuisant. Et donc, il fallait de cet échec tirer les conséquences. Ce n'est pas anodin de se voir balayer comme ça d'une telle manière. Les Français ont envoyé un message clair, on ne veut plus de Macron. Et ça veut dire quoi, on ne veut plus de Macron? On ne veut plus de Macron, ça veut dire on ne veut plus de sa politique de caste sociale. Parce qu'après 7 ans de Macronie, regardez dans quel état se trouve notre pays. 11 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, les Françaises et les Français qui galèrent à faire leurs courses, à manger, à se loger, un nombre de sans-abri qui continue d'exploser, on en a 300 000 en France, et un nombre de personnes énormes qui meurent de la rue. C'est ça le bilan de la politique et c'est ça que les Françaises et les Français, déjà le 9 juin, avaient décidé de balayer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce 9 juin au soir? Eh bien Emmanuel Macron a décidé, sorte de coup de poker, de dire ah bah on va tout dissoudre et on va dissoudre l'Assemblée nationale. Alors nous on l'a dit tout de suite du côté de la France insoumise, on n'a aucun problème à revenir aux urnes. Pour nous le peuple est toujours la solution. Et d'ailleurs la suite de l'histoire va le démontrer. Mais on n'a aucun problème à ce que lorsqu'on est dans une situation de crise politique, parce que c'est une crise politique quand le gouvernement perd des élections, eh bien effectivement il faut en organiser des nouvelles. Simplement, on peut quand même questionner la manière dont ces élections ont été organisées par Macron. Elles ont été organisées à la va-vite, à la fin d'un mois de juin et au début d'un mois de juillet, c'est-à-dire pas le moment qui est forcément le plus propice pour avoir des débats politiques de fond, au moment où certains Français, celles et ceux qui ont en tout cas la chance, commençaient à partir en vacances et qui ne permettaient pas d'avoir un débat serein, un débat qui devait parler de quoi? Un débat, une élection qui devait définir l'avenir de notre pays, qui se passait dans un moment absolument crucial. Et puis Macron, il décide de convoquer ces élections au moment où le Rassemblement national arrive en tête des européennes. C'est-à-dire qu'il fait tout pour leur déployer le tapis rouge. Il avait déjà commencé à bien préparer le terrain au Rassemblement national, on s'en souvient, avec la loi immigration à l'hiver dernier, où il avait repris la quasi-totalité de leur thèse, parlant de préférence nationale, loi qu'il avait votée avec le Rassemblement national, ils s'étaient alliés objectivement, et puis évidemment après leur avoir permis, en allant sur leur thème, un essor médiatique, une dédiabolisation particulièrement dangereuse. Donc on arrive dans ce contexte-là avec une campagne qui va être très très raccourcie, qui va durer à peine 3 semaines, à la fin d'un été et dans des conditions, je l'ai dit, particulières parce que rendez-vous compte que les gens n'ont même pas pu s'inscrire sur les listes électorales pour participer à cette élection. Parce qu'on nous dit
le dimanche soir vers 21 h, juste après le résultat des élections européennes, qu'il va y avoir une dissolution, il n'y a plus d'Assemblée nationale, donc on va procéder à des nouvelles élections. Les gens se disent, oui, mais est-ce que je suis inscrit, est-ce que je peux voter? En sachant que pendant les élections européennes, nous avions observé que des millions de Français n'avaient pas pu voter. Pas pu voter, pas en capacité de voter, parce qu'ils avaient été radiés des listes électorales, parce qu'ils n'avaient pas pu s'inscrire, parce que Macron avait compliqué la procédure pour s'inscrire ou pour vérifier son inscription sur les listes électorales. Et on avait calculé que ça représentait près d'un quart du corps électoral français, c'est-à-dire près d'un quart des citoyens français qui n'étaient pas en capacité de voter parce que non ou mal inscrits. Eh bien, on dissout l'Assemblée et puis on apprend le lundi matin qu'on a seulement jusqu'au lundi soir 18 h pour s'inscrire. Mais Macron, il n'est pas au courant. Hein. Les gens, ils bossent, ils ont une vie, ils ont des enfants. Il faut un peu de temps pour pouvoir s'organiser. Donc, sciemment, y compris sur ces élections législatives, il avait comme objectif d'empêcher les gens de voter. Et alors, c'était quoi le calcul d'Emmanuel Macron? C'était de se dire, je vais prendre toute vitesse, le Rassemblement national va être très haut, la gauche va être divisée, et puis les gens, ils n'auront quand même pas d'autre choix que de voter pour moi et pour mes candidats. Eh bien, raté. Raté, échec. La gauche a réagi différemment et ça ne s'est pas exactement passé comme Emmanuel Macron l'avait prévu. Il avait dit lui-même qu'il envoyait une grenade dégoupillée dans les jambes du reste de la classe politique. Et ben, la grenade lui est revenue en boomerang et c'est bien la Macronie qui a fini par exploser. Pourquoi? Parce que, oui, la gauche a été à la hauteur du moment historique. Elle a pris ses responsabilités. Dès le lendemain de la dissolution, les discussions ont commencé. Et les discussions ont commencé, il faut le dire et il faut le rappeler, de manière sérieuse. C'est-à-dire que dans cette élection législative, on ne s'est pas juste battu pour des places ou pour des postes. En tout cas, ce n'est pas notre cas du côté des Insoumis et j'espère que c'est le cas de personne. On ne s'est pas battu pour des places ou pour des postes. On s'est battu pour gouverner le pays, pour changer les choses, pour changer la vie des gens. Et donc, ça nécessite un travail sérieux, c'est ce qui a été fait. En seulement quelques jours, on a réussi à se mettre d'accord avec l'ensemble des composantes du nouveau Front populaire sur un programme commun, sur 150 propositions. Je sais et on sait, il faut qu'on remercie aussi les négociateurs, celles et ceux qui représentaient la France Insoumise ou les autres organisations, qui ont travaillé dur, qui ont peu dormi pendant ces quelques jours, qui ont été jusqu'à l'épuisement pour qu'on puisse avoir à temps ce programme. Et puis évidemment, il a fallu se répartir les circonscriptions. Là encore, ça a été rendu possible, notamment grâce à la France Insoumise, et il ne faut pas l'oublier, puisque si on fait le comparatif avec l'accord NUPES, celui qui déjà nous avait permis d'être en tête du premier tour des élections législatives en 2022, eh bien, cette fois-ci en 2024, pour le nouveau Front populaire, cet accord il a été rendu possible parce que la France Insoumise a cédé sans circonscription des investitures sur 100 circonscriptions, notamment au Parti Socialiste. Donc les Insoumis, vraiment, ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Quand on dit nous, on est toujours du côté de la solution, jamais du problème, ben, on en a fait la démonstration encore dans cette période-là, en étant capable, oui, de faire les efforts pour que cet accord puisse avoir lieu. Cet accord, il nous permet donc d'investir des candidats uniques de la gauche sur l'ensemble des circonscriptions. Bien sûr, pour battre le Rassemblement national, parce que Macron nous met dans une situation où pour la première fois de l'histoire de la Ve République, il y a un vrai risque de voir l'extrême droite fascisante arriver au pouvoir et avec elle de déclencher un cycle de violence absolument inouï où les violences, notamment les violences policières, se seraient déchaînées dans les quartiers populaires, où le matraquage social aurait été encore plus dur, où la vie aurait été encore plus compliquée, parce que le Rassemblement national, et il faut que ce soit entendu, renonce sur tout. En général, on dit oui, les politiques, ils attendent d'arriver au pouvoir pour trahir. C'est-à-dire que le moment de la campagne, c'est celui des belles promesses, et puis une fois arrivés au pouvoir, ils trahissent. Avec le Rassemblement national, ils ont trahi dès le début. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fallu attendre la fin de la campagne pour entendre Jordan Bardella nous expliquer que oui, il y a quelques semaines, on était pour la sortie du marché européen de l'énergie. Tout ça, maintenant, c'est fini. On est pour rester dans le marché européen de l'énergie. Le marché européen de l'énergie, vous savez, c'est le mécanisme qui fait que, par exemple, votre électricité, au lieu qu'elle soit à un coût fixé, elle est sur un marché. Et du coup, les grands énergéticiens peuvent acheter, vendre, spéculer, s'en mettre plein les poches. Et la conclusion à la fin, c'est que vos factures, elles augmentent. Elles ont augmenté de 45%, je crois, en l'espace de 2 ans.
les Français en peuvent plus, les gens n'arrivent plus à payer les factures, les régularisations de charges explosent, et bien ça, il faut bien que ce soit entendu. Avec le Rassemblement national, ça aurait continué, voire ça aurait été pire. On se souvient de Jordan Bardella qui s'est emmêlé les pinceaux comme pas possible jusqu'à la réforme des retraites, puisque là aussi, ils ont repris toute la doxa libérale. On se souvient sur un plateau télé, on lui dit « Mais attendez, monsieur Bardella, si vous gardez le même nombre d'annuités, quelqu'un qui a commencé à 42 ans avec 44 annuités, combien ça fait ?» Il finit par réfléchir et par dire 66 ans. Il lui a fallu quelques secondes pour faire l'addition, mais enfin, à la fin, il finit quand même par reconnaître qu'avec lui, ça sera encore pire qu'avec Macron et que notre génération, la retraite, on peut l'oublier, que les gens travailleront jusqu'à crever, jusqu'à épuisement sur leur poste de travail. Donc c'était ça qu'on avait en face. Notre objectif, c'était de réussir à les battre, de battre évidemment les macronistes, de battre le Rassemblement national et puis d'appliquer notre programme. Et donc, avec ce grand accord du nouveau Front populaire, on a réussi à déjouer les plans de Macron. La question, c'était plus de savoir si ça allait être Macron ou Bardella. La question de cette élection, parce que la gauche était unie, c'était quel monde on veut. Soit le monde de la haine, de la division, de la galère du Rassemblement national et de Bardella, soit le monde du nouveau Front populaire. Celui de l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Celui qui améliore la vie des gens, qui augmente les salaires, qui bloque les prix. Toutes ces mesures, vous les connaissez, on les a détaillées pendant toute la campagne. Et donc des investitures ont été données uniques dans tout le pays. Sur chaque circonscription, il y avait un seul candidat investi par le nouveau Front populaire. Vous le savez, dans la première circonscription du Nord, la situation était un peu particulière puisque le député sortant et investi par le nouveau Front populaire était Adrien Quatennens, qui a fait le choix de retirer sa candidature. Pourquoi ? Justement, c'est ce qu'il a expliqué, pour éviter d'être un facteur de division, de blocage ou mettre en difficulté le nouveau Front populaire à ce moment historique où on n'avait pas le droit à l'erreur dans le combat face à l'extrême droite qui s'avançait. Il faut le dire, cette décision, elle a été courageuse, elle a été responsable, elle a été au niveau de ce dont on avait besoin dans le moment historique dans lequel on vivait. Il l'a dit également, et je pense que certains doivent le savoir également, notamment à Lille. Évidemment, son combat, il va le continuer. Il est un militant politique depuis longtemps, bien avant d'être député. Et donc, il l'a dit, il continuera à essayer de se rendre utile, à travailler pour améliorer la vie des gens. Il continuera à faire partie, quelque part, de la lutte politique, comme il entend en faire partie. Une fois les investitures données, la campagne a eu lieu. On l'a dit, cette campagne, elle a été très ramassée, très courte. Ça a été une campagne éclair. On a donc eu, nous, sur la première circonscription, 2 semaines de campagne avant le premier tour, puis 1 semaine avant le second tour. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 7 juillet au soir, à 20 h, tout le monde s'attendait, puisque c'est ce que nous avaient raconté les médias, les instituts de sondage, à ce que le Rassemblement national ait une majorité ou, à minima, qu'il arrive en tête. Rendez-vous compte, 27 instituts de sondage sur 27 avaient annoncé le Rassemblement national en tête. Pas un seul sondage n'avait dit qu'il était possible qu'il en soit autrement. Eh bien, le 7 juillet au soir a été effectivement, comme nous le prévoyions, un moment historique. C'est la gauche qui l'a emporté. C'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête et qui a obtenu le plus d'élus à l'Assemblée nationale. Oui, c'est un tournant dans notre pays. Et oui, c'est un moment qu'il ne faut pas minimiser. Et il faut le répéter partout. La gauche a gagné ces élections. Le nouveau Front populaire a remporté ces élections. Contre vents et marées, contre tous les médias possédés par des milliardaires qui souhaitaient ardemment autre chose. Pourquoi ils souhaitaient autre chose ? Pourquoi les instituts de sondage se sont trompés ? Alors, du côté des médias, on le sait, les médias sont possédés par des milliardaires. Leur principal objectif, c'est de préserver leur gagne-pain, c'est de préserver leur argent. Et ils savent que si c'est nous qui arrivons, oui, nous ferons une révolution fiscale, oui, nous ferons 14 tranches d'imposition, oui, nous rétablirons l'impôt sur la fortune, nous mettrons fin aux exonérations fiscales et aux niches fiscales qui permettent aux plus riches de s'enrichir partout. Et donc oui, on ira les taper au portefeuille. Pourquoi ? Pour financer les services publics, l'hôpital qui est en souffrance, l'éducation dans laquelle il n'y a pas assez de profs pour mettre en face
des élèves. Et donc évidemment, ils n'avaient pas intérêt à notre victoire et ils préféraient celle du Rassemblement national, toujours amis des grands patrons ou des macronistes. Eh bien, on a déjoué le pronostic et on l'a emporté. Comment on a fait pour l'emporter? Si on a gagné, c'est d'abord grâce à vous. J'imagine celles et ceux qui nous regardent. Et puis, c'est particulièrement grâce à la jeunesse et aux quartiers populaires, qui se sont mobilisés comme jamais ils ne se sont mobilisés. Ou en tout cas, comme jamais ils ne se sont mobilisés depuis très longtemps. Peut-être des dizaines d'années. Dans la campagne, on a rencontré des gens qui nous ont dit ne jamais avoir voté et qui venaient voter pour la première fois. On a rencontré des gens qui sont venus nous dire qu'ils n'avaient pas voté depuis 20 ans et que c'était la première fois qu'ils allaient voter parce qu'ils savaient que là, on était à un moment historique dans le pays. C'est une jeunesse qui s'est mise en mouvement et puis ce sont les gens qui eux-mêmes se sont mis à faire campagne. C'est-à-dire que nous, on avait l'habitude aussi de faire des campagnes avec des militants politiques, des gens qui ont l'habitude d'aller tracter. Là, on ne distribuait plus des tracts, on distribuait des paquets de tracts entiers. C'est-à-dire que les gens venaient nous voir en nous disant « Non, 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 je ne veux pas juste un tract, moi je suis convaincu, donnez-moi un paquet, je vais aller le mettre dans les boîtes aux lettres de ma rue, je vais aller les distribuer moi-même dans mon immeuble. » Moi, je me souviens du dernier jour de la campagne, on était à l'île Sud, dans le bureau le plus abstentionniste, c'est celui de l'école Richard Wagner. On allait faire un des derniers porte-à-porte de campagne, puis il y a une voiture qui s'arrête. Il y a un monsieur qui nous arrête, il dit « Non, rentrez pas là, ça sert à rien. » Donc on va le voir, on lui dit « Pourquoi ça sert à rien, c'est important ?» Il dit « Non, non, ça sert à rien parce que je l'ai déjà fait, j'habite dans l'immeuble et moi tout seul, je suis allé frapper à toutes les portes de l'immeuble pour convaincre tout le monde d'aller voter, donc les gens sont déjà au courant. » Et c'est cette mobilisation populaire incroyable, cet espoir de voir changer les choses qui a fait que le 7 juillet, on a eu cette immense surprise, en tout cas cette immense surprise pour les médias, pour les instituts de sondage, parce que nous, on savait qu'il était en train de se passer quelque chose. On savait que la mobilisation était très forte et qu'on allait créer cette surprise. Et voilà comment la gauche remporte ces élections le 7 juillet. Je dis quand même un mot, et je finis par là sur cette partie-là, mais de la circonscription. Sur la circonscription, on s'est retrouvé face au Rassemblement national. C'est la première fois dans l'histoire de la première circonscription du Nord, qui n'est pas une circonscription anodine, ça a été la circonscription de Mauroy, ça a été la circonscription de plein de dirigeants importants du mouvement socialiste, de gauche, ouvrier. Pour la première fois de l'histoire, le Rassemblement national, l'extrême droite, arrivait au second tour de cette circonscription. Donc on avait aussi un enjeu à faire une démonstration de force, c'est-à-dire qu'ici, à l'île-Los, Fachtuménil, le Rassemblement national n'avait pas sa place. Et que les gens qui vivent ici, ils veulent vivre différemment. Ils veulent vivre ensemble. Ils veulent vivre avec de la solidarité, avec de l'humanité. Qui veulent se battre, oui, pour avoir des conditions de vie dignes. Mais pas en se battant entre eux pour savoir lequel des plus pauvres a la responsabilité de la pauvreté de l'autre. Non, ils veulent se battre en se serrant les coudes et en allant chercher les vrais responsables, c'est-à-dire les ultra-riches. Et dans la circonscription, on fait 44% au premier tour, et puis on fait 75% au second contre le Rassemblement national. Et je veux remercier particulièrement les habitantes, les habitants des quartiers populaires, dont je l'ai dit, qui se sont mobilisés d'une manière incroyable. À Ouessem, c'est 88% des gens qui ont voté pour le nouveau Front populaire. À Moulins, c'est plus de 87%, et à l'île Sud, c'est plus de 82%. Ce sont des scores qui sont très, très, très impressionnants, et qui nous ont renforcés et qui nous ont déterminés à nous battre et à continuer le combat. Je dis nous parce qu'évidemment, il y a moi qui suis élu aujourd'hui député, mais il y a aussi Lawaria Adouche, avec qui j'ai fait campagne, qui est ma suppléante et qui est une combattante des quartiers populaires de tout temps. Elle a donné toute une partie de sa vie à ce combat-là, à permettre aux uns et aux autres de retrouver leur dignité. Elle était une travailleuse sociale, notamment à Moulins, à Ouessem, à l'île Sud. C'est dans ces quartiers-là qu'elle a travaillé et Lawaria a porté aussi notre campagne et je crois que c'est une fierté de l'avoir eue à nos côtés puis de l'avoir toujours à nos côtés pour continuer ce combat. Alors voilà, le 7 juillet au soir, on gagne les élections ici mais aussi partout en France, on arrive en tête. Alors on arrive en tête
avec une majorité relative. On en est conscient. Nous n'avons pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais c'est le nouveau Front populaire qui a le nombre de députés le plus important. Alors au début, on va se dire ça se passe presque normalement, puisque le Premier ministre, Gabriel Attal, battu donc dans les urnes, à la fois aux européennes et aux élections législatives, présente le 8 juillet, si je ne me trompe pas, la démission de son gouvernement au président de la République. La suite logique des choses aurait voulu qu'Emmanuel Macron, garant des institutions, après un scrutin démocratique, tire les conclusions, accepte la démission de son Premier ministre et de son gouvernement et nomme un gouvernement du nouveau Front populaire puisque nous étions arrivés en tête. Raté. Emmanuel Macron, lui, la démocratie, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ce qui l'intéresse, c'est surtout de préserver le pouvoir et de protéger ses amis les plus riches. Donc Emmanuel Macron a refusé la démission de son Premier ministre et c'est le premier acte du déni de démocratie d'Emmanuel Macron. C'est le premier acte de ce renforcement de l'autoritarisme, une fois de plus. C'est un nouvel acte qui fait de lui cette espèce de monarque présidentiel. Donc, il refuse. Nous, du côté du nouveau Front populaire, on dit c'est nous qui avons gagné, donc c'est nous qui devons avoir le Premier ministre. On dit oui, il n'y aura pas de majorité, etc. Si, il y a une majorité relative. Donc, nommez-nous au gouvernement. On a un programme à appliquer, les gens ont voté pour un programme. Et puis ensuite, on verra bien à l'Assemblée nationale. On se battra. On se battra pour que nos textes passent. On se battra pour convaincre. Et on sait qu'il y a des majorités pour faire passer un certain nombre de textes de notre programme. On a donné l'exemple plusieurs fois. C'est par exemple le cas de la retraite, de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. La réforme d'Emmanuel Macron. Cette réforme, elle était minoritaire dans tout le pays. On se souvient des grandes manifestations, des grèves. Mais elle était déjà minoritaire à l'Assemblée nationale. Il faut le rappeler, à l'Assemblée nationale, personne n'a voté pour la réforme des retraites. Personne. Elle est passée par 49-3. C'est-à-dire qu'elle est passée sans vote. Et dans cette nouvelle Assemblée, on le sait à nouveau, il y a une majorité pour abroger cette réforme des retraites. Donc, il faut que vous nommiez un gouvernement du nouveau Front populaire. Alors, aussitôt le second tour passé, la victoire acquise, le nouveau Front populaire s'est mis au travail pour proposer un nom pour composer un gouvernement, un nom de Premier ministre. Alors, vous ne trompez pas. Tous les médias ont dit « Ah, ça dure très très longtemps, c'est insupportable ». Ça a duré une quinzaine de jours environ, peut-être légèrement plus. C'est normal. C'est normal parce que de quoi on discutait à ce moment-là? Pas juste de trouver un nom qui fasse bien, un nom pour aller à la télé, c'était pas ça l'objectif. L'objectif de la discussion sur qui pourrait être le Premier ministre du nouveau Front populaire, c'est une discussion sur qui pour gouverner la France. Et donc, ce n'est pas une discussion qu'on prend à la légère. Former un gouvernement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc oui, le temps a été pris entre les différentes composantes du nouveau Front populaire pour discuter sérieusement, longuement, des nuits entières, de qui serait le meilleur profil, de comment on pourrait composer un gouvernement pour que ça fonctionne le mieux. Plusieurs noms ont été évoqués. Les insoumis se sont toujours battus pour que ça avance, toujours dans cette discussion. On fait partie des seuls à avoir posé sur la table dès le début, non pas un, mais 4 noms. Là où par exemple les socialistes ne proposaient qu'un nom, celui d'Olivier Faure qui n'était pas à discuter. Nous on en avait proposé 4. Et 4 noms de gens particulièrement compétents. Je veux dire, Clémence Guettet, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon, c'est des gens compétents, c'est des gens qui étaient capables. Donc on a proposé des noms, les discussions ont avancé, en dépit parfois des blocages des uns et des autres, mais on est arrivé à une solution et on s'est mis d'accord sur un nom. Ce nom, c'est celui de Lucie Castet. Maintenant, vous avez peut-être commencé à la découvrir, puisque effectivement elle fait maintenant des plateaux télé, elle s'exprime, elle est rentrée dans le combat politique. Donc c'est elle qui est notre candidate pour être Première ministre, en tout cas celle que nous proposons, celle dont nous voulons imposer à Emmanuel Macron, qu'elle soit la future Première ministre de la France en charge de former un gouvernement et d'appliquer le programme du nouveau Front populaire. Ces discussions ont eu lieu, le nom était proposé, et puis quelle a été la réaction d'Emmanuel Macron? Eh bien aucune, rien. Pour l'instant, il refuse de la nommer.
Il refuse d'appeler les chefs de parti du nouveau Front populaire pour dire « ben oui, vous avez gagné, d'accord, bon, ben, c'est la cohabitation, je l'accepte, je vous appelle, vous me proposez un nom, je le nomme, et puis la suite peut être enclenchée. » Non, Macron s'est enfermé dans son château à double tour, espèce de forcené qui ne veut plus parler à personne et qui, lorsqu'il parle, c'est pour dire « non mais personne n'a gagné les élections » ou alors « tout le monde a perdu ». Mais est-ce qu'on a déjà vu une seule compétition où il n'y a pas de vainqueur? Non, c'est pas vrai. Dans toutes les compétitions, celui qui arrive en premier, même si le deuxième est proche derrière lui, eh ben c'est lui qui a remporté, c'est lui le gagnant. On n'a jamais vu une course où on dit « ah bah non, mais le vainqueur, il est arrivé avec seulement une demi-seconde d'avance sur le deuxième, donc il n'y a pas de vainqueur. » Non, ça n'existe pas. Celui qui est arrivé en premier a gagné. Là, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en premier, donc nous avons gagné, donc nous devons pouvoir appliquer notre programme. C'est ce qu'attendent les gens, c'est l'espoir qui a été suscité, et donc il faut que Lucie Castet soit Premier ministre. Lucie Castet, c'est l'une des cofondatrices de Nos services publics. C'est-à-dire qu'elle fait partie de celles et ceux qui se battent pour la défense de nos services publics comme de nos biens communs. Du coup, elle est porte-parole de nos services publics. C'est-à-dire qu'elle se bat spécifiquement pour la défense des services publics, nos biens communs, l'école, l'hôpital, etc. et qu'elle est prête à appliquer le programme et à aller chercher l'argent où il faut. Parce que pour financer les services publics, eh ben, il va falloir évidemment trouver de l'argent. Trouver de l'argent, ce n'est pas trouver de l'argent à la Bruno Le Maire en cassant les services publics, en faisant des économies de partout. Non, c'est en répartissant les richesses. Parce qu'il y en a assez, que tout le monde dans ce pays galère, que les gens n'arrivent plus à remplir leur frigo et pendant ce temps, que d'autres se gavent. C'est ce qu'on a démontré pendant la crise des agriculteurs. C'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que les agriculteurs, eux, ils vendent leurs produits 10% moins cher, vous les achetez 20% plus cher et au milieu, il y a Carrefour qui s'en met plein les poches. Donc cet argent, il va falloir aller le récupérer et le récupérer nous permet notamment de financer les services publics, que les gens soient soignés correctement quand ils arrivent à l'hôpital, que l'école tourne correctement, que les services de sécurité puissent exister, etc., etc. Et donc, elle est le profil parfait pour réussir à faire ça. Déni de démocratie, Macron n'en veut pas. Autre déni de démocratie, autre coup de force auquel on a assisté, c'est l'installation de l'Assemblée nationale. Alors moi, nouveau député, j'arrive, je découvre, hein, je ne sais pas comment tout fonctionne, donc je me renseigne, je travaille, je lis, j'essaye de voir. Et alors, l'une des premières choses qu'on a à faire quand on arrive à l'Assemblée nationale, c'est de désigner des responsables internes à l'Assemblée nationale. Donc il faut élire le président de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée, avec les vice-présidents, les questeurs, ceux qui vont se charger du budget de l'Assemblée, de son organisation, etc. etc. Mais c'est un moment important, parce que ce sont des rôles importants. Par exemple, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est quand même l'un des premiers personnages de l'État dans l'ordre protocolaire, et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Le nouveau Front populaire s'est mis d'accord. Un candidat commun. Vous avez remarqué quand même, on nous dit souvent dans les médias qu'on arrive à se mettre d'accord sur rien, la réalité c'est qu'on réussit à se mettre d'accord sur à peu près tout à chaque fois. Un candidat commun, le communiste André Chassaigne. On le soutient tous, etc. Que font les macronistes? Parce qu'il est impossible pour eux d'abandonner la moindre parcelle de pouvoir. Eh bien ils magouillent, comme d'habitude. Ils magouillent avec la droite. Les électeurs de droite seront heureux d'apprendre que les députés LR qu'ils ont élus ont fait directement alliance avec les macronistes. Ils magouillent avec la droite. Ils magouillent avec le Rassemblement national parce que sur l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, ça se joue à 3 tours, le système est un peu compliqué et il faut une majorité absolue sur les 2 premiers tours et au 3e tour, il suffit d'une majorité relative. Bizarrement, comme c'était serré, au 3e tour, il y a 2 voix du Rassemblement national qui sont parties du Rassemblement national et qui sont allées ailleurs. Donc on peut se poser la question de savoir s'ils ne se sont pas reportés aussi sur Yaël Braun-Pivet, puisque c'est elle, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a été réélue grâce à ce coup de force d'Emmanuel Macron. Yaël Braun-Pivet, juste pour situer le personnage, c'est à elle qu'on doit 85% des sanctions sous la Ve République. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a le plus sanctionné. Et devinez qui elle a le plus sanctionné? Toujours les mêmes, les insoumis. Parce que c'est la seule vraie opposition dans ce pays et que Macron ne supporte absolument pas l'opposition. Donc la seule règle qu'il a dans la rue comme à l'Assemblée nationale, c'est la répression, la répression, la répression. Donc Yaël Braun-Pivet, c'est la championne, si vous voulez, de la répression parlementaire. Elle a été réélue par un coup de force. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu que cette magouille-là. Elle a aussi été réélue parce qu'il y a 17 ministres démissionnaires, parce qu'ils avaient accepté la démission du gouvernement entre-temps, 17 ministres démissionnaires qui sont à la fois ministres et à la fois députés, qui ont pu participer au vote et voter pour elle. Parmi eux, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, etc. etc. Donc c'est un scandale démocratique absolu. Un scandale démocratique dans lequel
on a un président de la République qui, garant des institutions, ne reconnaît pas le résultat d'un scrutin démocratique. Parce qu'il ne nomme pas de Premier ministre, parce qu'il organise des coups de force en faisant voter ses ministres à l'Assemblée nationale pour garder la présidence de l'Assemblée nationale. Mais Macron ne peut pas tout. C'est aussi ce qu'on a démontré dans cette période. Parce qu'après le vote de la présidence de l'Assemblée, il y a eu le vote des vice-présidents et des bureaux. Et là, peut-être parce qu'il était un peu trop tard, que les macronistes avaient préféré partir se coucher pour certains, mais aussi parce que, et surtout parce que nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale, la première coalition à l'Assemblée nationale, c'est le Nouveau Front Populaire, nous avons réussi à faire élire 2 vice-présidentes de l'Assemblée nationale du Nouveau Front Populaire, issues de la France Insoumise, c'est Clémence Guettet et Nadège Ambo-Mangoli, dont on est très fiers et très heureux de cette élection. Bon, certains, le Rassemblement national a essayé de magouiller, on le redise clairement, on n'avait pas besoin des voix du Rassemblement national, le RN savait qu'ils avaient perdu l'élection, ils ont essayé de faire un espèce de coup de com', et puis après ils sont tous partis, ils ont retiré leurs autres candidats, ils ont complètement abandonné la partie. C'est vous dire la détermination de ces gens, au bout de 2 jours à l'Assemblée nationale, ils ont déjà plié bagages et ils sont déjà rentrés chez eux. Et puis ça a surtout quelque chose d'intéressant, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on a réussi du coup, si on n'a pas eu la présidence, à être majoritaire au bureau. C'est le Nouveau Front Populaire qui est majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Donc Yaël Braun-Pivet n'aura pas tous les pouvoirs. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Elle ne pourra pas prendre des grandes sanctions. Elle ne pourra pas décider que telle proposition de loi est irrecevable, ne peut pas être étudiée parce que nous sommes majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale. Et ça montre aussi notre force et qu'il y a quelque chose à jouer dans cette mandature et en tout cas qu'on va se battre et qu'on est légitime pour se battre pour mener le combat jusqu'au bout. Alors ça, c'est pour la partie Assemblée nationale. Vous savez, il y a eu d'autres élections, du coup, les élections européennes. Là aussi, les insoumis se sont battus pour avoir les représentations auxquelles ils ont droit. Et je dois dire qu'on est très fiers parce que Younous Omarjee a été élu vice-président du Parlement européen. Younous Omarjee, qui était notre 2e de liste aux élections européennes, qui est député européen issu des Outre-mer et qui, notamment, dans le précédent mandat, a lui aussi, pour la France Insoumise, écrit l'histoire, puisqu'il est à l'origine de la reconnaissance comme crime contre l'humanité par le Parlement européen de l'esclavage. Et c'est une grande victoire qu'a remporté Younous Omarjee et c'est une grande fierté pour nous de le voir vice-président du Parlement européen, de la même manière qu'en dépit des magouilles, des attaques racistes et sexistes de la droite, Rima Hassan est devenue coordinatrice de la Commission des droits de l'homme, et là encore c'est à saluer parce que personne d'autre, mieux que Rima Hassan, ne pourrait jouer ce rôle. Rima Hassan est une défensrice des droits de l'homme et je le dis aussi à celles et ceux qui nous regardent, il faut qu'on puisse la soutenir parce que les attaques répétées, racistes, sexistes qu'elle subit sont insupportables. Et oui, Rima Hassan, par son parcours, bien sûr son parcours personnel, parce qu'elle est une réfugiée, elle a grandi dans un camp, elle est une réfugiée palestinienne, elle a grandi dans un camp de réfugiés en Syrie, mais surtout par son parcours ensuite universitaire, professionnel. Elle est une juriste en droit international. Elle a fondé un observatoire, justement, des camps de réfugiés. Et donc, elle est la personne dont nous avons besoin au Parlement européen pour défendre les droits de l'homme. Et donc ce moment est aussi une grande fierté. On arrive là au milieu de l'été, après toutes ces luttes, et je crois qu'à ce moment-là, il est important aussi de dire que nos luttes, elles ont un sens. Elles ont un sens et que tout ce qu'on fait, ce pourquoi on se bat, le fait d'arriver au gouvernement, ce n'est pas uniquement pour s'échanger des postes ou s'échanger des places ou je ne sais quoi. C'est pour appliquer un programme clair sur les questions sociales, je l'ai dit, mais aussi un programme clair sur les questions internationales. On nous a reproché d'en avoir beaucoup parlé pendant la campagne des européennes, mais ce n'est pas nous qui en avons parlé. Nous, on parle de ce qui se passe. Et je le redis, on ne peut pas rester muet lorsqu'il y a un génocide qui est en cours. Et il y a un génocide qui est en cours aujourd'hui à Gaza et en Palestine, qui est commis par le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. On est aujourd'hui à 40 000 morts. Certaines estimations disent même qu'il y aurait 186 000 morts. C'est insupportable. Et donc il faut agir. Et il faut que la France agisse, y compris parce qu'on sait qu'en face, le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou, lui, continue
de propager la violence, puisque Israël a frappé Beyrouth, une capitale étrangère, ces dernières heures. C'est insupportable. Il faut que cela s'arrête. Et pour ça, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, ça veut dire autre chose que de recevoir le président israélien en grande pompe au moment des Jeux Olympiques. Non. Faire quelque chose, c'est prendre des sanctions diplomatiques, économiques. C'est arrêter d'envoyer des armes à Israël. C'est, oui, suspendre l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, c'est reconnaître l'État de Palestine. Pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas reconnu l'État de Palestine? Macron a dit « Oh, c'est pas le bon moment ». Ça n'a jamais été autant le bon moment qu'aujourd'hui et maintenant. Donc, ça fait partie des sujets qu'il va falloir continuer à porter. Je brosse quelques sujets comme ça d'actualité les uns après les autres. Puisqu'on parlait de la Palestine, vous avez vu, il y a une délégation palestinienne qui a été acclamée lors de son arrivée à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On doit dire aussi notre fierté de voir des athlètes palestiniens, oui, pouvoir concourir sous leur drapeau aux Jeux Olympiques. On nous a fait une mauvaise polémique parce que notre camarade député Thomas Porte avait dit que les athlètes israéliens devaient concourir sous bannière neutre. Nous demandions juste qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. Les athlètes russes, du fait de l'agression de la Russie en Ukraine, concourent sous bannière neutre, parce que la Russie ne respecte pas le droit international. Eh bien, les athlètes israéliens, dans ce cas-là, doivent concourir sous bannière neutre, parce que Israël ne respecte pas le droit international. Il n'est pas question qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je parlais de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Là encore, il faut en dire un mot. On se demandait tous à quoi ça allait ressembler, cette cérémonie. Certains avaient un peu peur, que ce soit comme la cérémonie d'ouverture du rugby, qu'on donne une image de la France, rabougrie, sectaire, etc. C'est absolument pas ce qui s'est passé. La cérémonie mise en place par Thomas Joly a été absolument incroyable et elle est à saluer. Performance artistique, magnifique, et puis surtout, elle donnait une image de la France. Ce que la France est réellement, ce qu'est la nouvelle France. C'est-à-dire une France ouverte, tolérante, solidaire, une France où la culture se fait par le mélange, une France où on a à la fois du French Cancan, où on a la Révolution, où on a Aya Nakamura qui chante et danse avec la garde républicaine. Oui, c'est ça la France. C'est ça la nouvelle France. Et il faut le dire, cette cérémonie d'ouverture, elle nous a rendus fiers. Elle a rendu fiers des millions de Françaises et de Français qui ont envoyé cette image-là au monde. Elle a rendu fiers parce qu'on a rappelé dans cette cérémonie d'ouverture que la France, c'était aussi la Révolution. Et que la Révolution, ça se faisait sans roi ni reine. Et j'espère que Emmanuel Macron a bien reçu le message également. Donc, cette cérémonie, elle a été belle. Et puis, il faut le dire aussi, il faut défendre son réalisateur, celui qui a tout mis en scène, Thomas Joly, qui est attaqué sans relâche par l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Bien souvent sous fond d'attaques homophobes. Là aussi, il ne faut pas céder. La cérémonie qu'il a faite, qu'il a préparée, elle est très belle. C'est ça la France que nous voulons. Et donc, il faut être capable de le soutenir et de se solidariser face aux effroyables attaques que l'extrême droite fait courir. Bon, il ne faut pas que cette vidéo soit trop longue, donc on va essayer de se rapprocher de la fin en disant que pendant qu'on est là en plein été, pendant que ce sont les Jeux Olympiques, Emmanuel Macron aimerait nous imposer une trêve, vous savez, dire ça suffit la politique, on n'en parle plus. Ça... Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut juste avoir les mains libres pour continuer à gouverner en autocrate et faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, il veut qu'on regarde ailleurs. Et bien surtout, les gens ne regardez pas ailleurs. Ce qui se passe là en ce moment, ça nous concerne. Et ce n'est pas parce que c'est les Jeux Olympiques que Emmanuel Macron doit oublier qu'il a perdu les élections. Donc nous, on continue. Donc on veut toujours un gouvernement du nouveau Front populaire. Donc Lucie Castet, elle continue à se battre et elle fait des déplacements. Et on est très honoré que ce soit sur la première circonscription du Nord, à Ouazem, qu'elle est venue faire son premier déplacement, qu'elle ait pu rencontrer. Et elle a été accueillie très chaleureusement, à la fois par les commerçants, et je les remercie de l'accueil qu'ils ont donné à celle qui doit être notre nouvelle première ministre, et puis par l'ensemble des habitants de l'île qui l'ont accueillie vraiment avec beaucoup de force. Et ça a été également une démonstration de dire les gens, ils n'ont pas tourné la page. Les gens, ils savent qu'ils ont gagné. Celles et ceux qui ont voté, ils savent qu'ils ont gagné et ils savent que le programme maintenant il doit être appliqué, que leur vie elle doit changer. Et donc ils ne laisseront pas Macron
voler leur élection. Donc il n'y a pas de trêve olympique de notre côté. Pourquoi il n'y a pas de trêve olympique de notre côté? Parce que du côté de Macron, vous croyez qu'il dit trêve olympique, mais que lui, il arrête? Non, non. Son gouvernement démissionnaire, vous savez, celui qui est censé gérer les affaires courantes, il ne gère pas les affaires courantes. Il continue à appliquer son programme, toujours au service des mêmes et des plus riches. Est-ce que c'est gérer les affaires courantes que le 9 juillet, il passe des décrets pour suspendre les durées de repos obligatoires, pour que les saisonniers puissent bosser 13 jours d'affilée? Ce n'est pas des affaires courantes, ça. C'est une décision politique, M. Macron. Est-ce que c'est gérer les affaires courantes que ce 26 juillet, la nomination de Thierry Breton comme commissaire européen? C'est un choix politique pour continuer à promouvoir des politiques d'austérité, de casse sociale, celles qui font cracher du sang aux gens. C'est de la politique. Donc, et au même moment, Bruno Le Maire qui nous annonce qu'il va continuer à vouloir réduire les déficits, pas de déficit de l'État en dessous de 3%. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Bruno Le Maire, ministre démissionnaire, sans mandat, non responsable devant l'Assemblée nationale, qui a perdu les élections, est en train de préparer le budget. Donc ces gens sont en train de continuer à diriger la France dans le dos et sur le dos du peuple français. Pendant qu'ils disent « trêve olympique, regardez, il n'y a rien à voir », ils continuent à saccager nos vies. Donc de notre côté, il n'y a pas de trêve politique. Le combat doit continuer. La mobilisation doit continuer. Lucie Castet va continuer à se battre et nous aussi. Le combat, il continue. Il va continuer, je l'ai dit, cet été. Et puis évidemment, il va prendre une intensité très forte, je l'espère, à la rentrée. À la rentrée prochaine, fin août, début septembre, on compte sur vous, non seulement pour vous mobiliser, parce qu'il va y avoir besoin d'une mobilisation populaire, parce qu'il va falloir faire monter le niveau de pression et de rapport de force sur Emmanuel Macron. Donc on va avoir besoin de grandes manifestations, de grèves. Il faut que tout le monde rentre dans la bataille pour faire respecter le résultat des urnes et pour avoir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire abrogation de la réforme des retraites, augmentation des salaires, blocage des prix. Et puis dans cette rentrée, il va y avoir un événement particulier auquel on vous invite toutes et tous. C'est la grande rentrée de la France Insoumise, comme chaque année. Les amphis d'été qui vont avoir lieu du 22 au 25 août. Juste avant, il y aura les amphis jeunes auxquels je serai également. Mais pour tout le monde, c'est du 22 au 25 août. On se retrouve à Châteauneuf-sur-Isère. Le lieu s'appelle Au Lac. Et donc, inscrivez-vous, venez, parce qu'on a besoin aussi de ces moments pour se retrouver tous ensemble, pour discuter, s'organiser, se former, préparer la rentrée. C'est toujours des moments très forts. Donc, soyons-y nombreux. Si vous le pouvez, je vous le redis, du 22 au 25 août, on s'inscrit sur amphi.fr. Voilà, on se retrouve très très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé si elle a été un peu longue ou un peu trop longue. Des vidéos, il y en aura d'autres. Pour suivre la suite des actualités, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus. Et puis surtout, mettez des commentaires pour réagir, me dire ce que vous en avez pensé, me dire des sujets aussi dont vous voulez qu'on se saisisse. Allez, on se revoit très très vite pour celles et ceux qui pourront y être aux amphis d'été et puis pour tout le monde, on l'espère, dans la rue le plus rapidement possible. On lâche rien. Bon mois d'août.